Je te... Qu'est-ce que tu en penses? on est live. On est live, Anya. Ah, on est live, ok. Non, Ouais, c'est parti. j'avais Bonjour à pas vu. tous. Bonjour Bonjour tout le tout le monde. monde. Je m'appelle Cédric Esserméan. Je suis ravi de vous retrouver. On est en direct sur la chaîne YouTube Les Résilientes, la chaîne d'Anya Tsai, mon invité ce soir. Salut Anya. Est-ce que tu m'entends bien? Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de mon ami Cédric. J'espère que tout le monde nous entend bien. Est-ce que vous nous voyez bien? Vous nous entendez bien? Bon, on va avancer, on va contrôler, Oh. voir si en cours de route le live s'affiche et si on a effectivement les retours. Écoute, on est en direct, hein, je te confirme. Ouais, j'ai vu ça. Voilà, J'ai eu le retour son. On est en direct, tout à fait. voilà. C'est Bon, mon premier live sur ma chaîne YouTube. Donc je suis ravie de faire avec toi, Cédric. eh ben écoute, c'est partagé. Pour moi, c'était vraiment important de te donner la parole. Alors, je sais qu'on est sur ta chaîne, mais j'avais vraiment envie qu'on fasse ça à deux. J'avais plein de questions importantes à te poser et surtout, je souhaitais que tes réponses soient partagées à tout le monde parce que on se connaît depuis un petit peu moins d'un an maintenant. Mais quand ton livre est sorti, j'ai souhaité le livre, j'ai souhaité le lire par envie, par curiosité, si tu veux. Et ça a été une vraie prise de conscience. Ça a été un grand waouh. Et je crois que c'est important que les gens qui regardent cette vidéo, que ce soit en direct ou en replay d'ailleurs, on va essayer de leur donner, si tu veux, un aperçu de ce que ce livre va pouvoir faire pour eux finalement. Avec grand plaisir. Peut-être avant de commencer, on va peut-être faire un peu les présentations pour les personnes qui ne Ouais, connaissent pas. volontiers. Ben, je vais Alors, pré- Hop, vas-y, 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 vas-y. je commence alors. Ouais. Je vais commencer, je vais présenter Cédric, qui est un ami. Voilà, Cédric est coach, auteur et formateur. Et ce qui est vraiment génial chez Cédric, que j'admire beaucoup, c'est qu'il va vraiment chercher la valeur chez les gens pour qu'ils prennent conscience de leurs propres valeurs. Et notamment, Cédric accompagne les jeunes, donc les 18-25 ans, pour qu'ils puissent en fait bien démarrer dans leur vie. Je vous mettrai dans le replay, en barre d'infos, les liens vers le site de Cédric si vous voulez suivre ce qu'il fait. Mais c'est vraiment admirable ce que tu fais, Cédric, pour les jeunes et je trouve ça très, très inspirant. Merci beaucoup, Anya. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui connaissent pas encore Anya Tsai, Anya est coach certifiée en PNL, en hypnose. Hein, tu as les deux certifications, je crois. Elle est également auteure du livre L'or des cicatrices, qui est sorti aux éditions First. Lors de nos cicatrices, il est là. Voilà. Et elle a fondé une association qui s'appelle Les Résilientes. Elle accompagne aujourd'hui les personnes qui ont vécu un traumatisme fort. La thématique principale est essentiellement autour des traumatismes des violences sexuelles, mais il se trouve, et c'est justement une des intentions de cette interview, c'est que lorsque j'ai lu ton livre, Anya, j'ai vraiment pris conscience de quelque chose de très fort, hein, finalement. C'est c'est ce livre, c'est un peu comme avoir son meilleur ami qui te prend dans tes bras, dans ses bras à lui, et qui te dit doucement à l'oreille, ça va aller, je suis avec toi, je suis là. Et le message de ce livre, c'est de l'amour qui soulage, qui guérit. Et le contenu, c'est finalement, c'est un petit peu la baseline, hein, le sous-titre du livre, c'est comment se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles, même si en réalité, en fait, la méthode et les outils qui sont contenus dans son livre vont convenir à tous ceux qui ont vécu un traumatisme, quel qu'il soit finalement. Alors, Anya, tu as toi-même été victime d'un viol à l'âge de 15 ans, un événement qui est évidemment particulièrement violent. Est-ce que tu pourrais nous partager euh, ce qui s'est passé rapidement, en quelques mots? Bien sûr. Alors oui, c'est quand j'avais 15 ans, en fait, moi j'ai subi un viol lors d'un cambriolage de nuit, en fait, un cambriolage avec séquestration et violence à domicile. Donc le cambriolage, c'est déjà un viol de l'intimité. Et lors de ce cambriolage, en fait, on était en famille chez nous à la maison. Il y avait mes parents, il y avait mon petit frère. Et pendant ce cambriolage, on était un peu baligotés, bâillonnés. Et c'est là qu'en fait, il y a eu un second viol, en fait, le viol de mon intégrité physique, en fait. Et c'est ainsi que, on va dire, dans ce double crime, voilà, ce double viol, c'est qu'ainsi que ma nuit a basculé lors de mes 15 ans. Donc là, j'en ai 42, ça remonte à il y a 27 ans maintenant.
Mais c'est vrai que c'est une nuit où il y a un avant et un après, hein, tout à fait. Bah oui, c'est clairement pour qui que ce soit un événement traumatisant, Mm. un événement violent. Euh, et évidemment, tu ressors blessé physiquement, mais aussi psychiquement, psychologiquement Mm. d'un événement comme ça, comme celui-là que tu décris un petit peu plus en détail dans le livre où tu nous partages vraiment l'histoire. Euh, pour autant, tu n'en as pas forcément parlé tout de suite, y compris à ta propre famille. Euh, Combien de temps tu as gardé le silence et pour quelle raison? Moi, j'ai gardé silence une vingtaine d'années, 21 ans exactement. Parce qu'en fait, bah, mes parents avaient vécu la même nuit, hein. Mon petit frère aussi, la nuit en fait de l'horreur, on va dire, avec le fait d'être séquestré, ligoté, bâillonné, torturé. Mais moi, j'étais la seule en fait à subir des violences sexuelles et j'ai gardé silence une vingtaine d'années. Parce que déjà, je me sentais pas prête pour en parler. Et c'est que j'avais un double trauma, en fait. Le premier trauma, qui est le cambriolage avec les violences. Donc, je pense que j'aurais eu que ce trauma. J'aurais été vraiment déjà très traumatisée, je pense. On va dire que le viol, à l'intérieur de ce premier trauma, ça a rajouté un deuxième trauma, en fait. C'est vrai que c'est complexe, c'est un double trauma. Et moi, j'ai choisi de garder le silence parce que déjà, mes parents souffraient de la situation du cambriolage avec violence. Je n'avais pas envie de leur ajouter de la peine. Et puis moi-même, je me sentais pas libre d'en parler parce que c'est vrai que moi je suis française, mais d'origine chinoise. J'ai une double culture. Voilà, moi j'ai toujours été élevée dans cette double culture qui est vraiment une grande richesse pour moi. Mais en même temps, j'avais des freins en fait aussi, c'est-à-dire que, en tout cas dans notre communauté, on parle pas de nos émotions, nos ressentis, on montre pas tout ça. Et c'est vrai que j'avais pas l'habitude en fait de parler de moi, de ce que je ressentais. Donc moi, c'est vrai que je me sentais pas forcément prête pour le faire et je savais pas comment l'aborder. Et j'avais de multiples peurs, hein, comme les personnes qui ont vécu des violences sexuelles, je pense qu'elles comprennent aussi. On est face à de nombreuses peurs, comme la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur qu'on ne me croit pas, voilà, la peur de la réaction de l'autre. Et puis, je pense que la peur aussi de moi-même. Et tout ça, ça me bloquait pour en parler. Et je pense que j'étais très jeune aussi à l'époque et je ne me sentais pas légitime non plus pour me plaindre, en fait, dans mon cas, parce que je me suis dit, cette nuit-là, j'aurais dû mourir. J'avais cette pensée-là parce que c'est une nuit où c'est des hommes qui étaient cagoulés, armés, ils avaient des couteaux, donc ils nous ont menacés de mort. Et je me suis estimée très, très chanceuse, en fait, dans ce drame-là, Hmm. parce que je me suis dit, cette nuit-là, j'aurais dû mourir. Et puis mes parents aussi, mon petit frère aussi, on aurait tous dû mourir et ils auraient dû nous tuer. C'est ce que je pensais à l'époque, hein. Et je me dis, mais on s'en sort pas mal, hein. On est quand même des miraculés de la vie. Donc, de quoi je vais me plaindre? Parce qu'on est tous sains et saufs. Voilà, on est sains et saufs, on n'est pas blessés, ça se voit pas en fait. On a juste, entre guillemets, été torturés, et puis moi, juste, entre guillemets, violés. Mais c'est vrai que je me suis sentie pas du tout légitime parce que je trouvais que c'était pas très grave finalement. Tu vois, je me dis, je suis en vie, Ouais. je peux pas me plaindre. Alors, Mm. merci de nous partager ça. La raison pour laquelle je te pose la question, c'est parce que je me mets à la place de personnes qui auraient peut-être vécu eux aussi des traumatismes, qu'ils soient des violences sexuelles, un accident, une agression, quoi qu'il puisse Bien se sûr. passer, et qui peut-être, comme toi, gardent encore le silence pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer. Et c'était un message pour eux. Pour leur dire, c'est compréhensible le fait que vous n'ayez pas encore l'intention d'en parler. Et justement, en fait, ça m'amène à la chose suivante. Il s'est passé à un moment donné un événement dans ta vie, alors on va dire grâce, entre guillemets, à ta Mm. cousine, Kelly, il y a eu un événement qui a été une sorte de déclencheur qui a commencé à provoquer un changement sur ce statu quo et ce silence. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta cousine? Tout à fait. Donc là, il s'est passé quand même pas mal d'années avant ça. Donc, il s'est passé environ une vingtaine d'années. Et Kelly, j'ai une série de décès dans ma famille, en fait. Dans ma famille maternelle, en l'espace de 6 ans, j'ai perdu cinq membres de ma famille. Et Kelly, en fait, c'est ma cousine germaine. Elle avait 15 ans et elle est décédée des suites d'une leucémie. Et en fait, j'estime qu'elle n'aurait pas dû mourir. Enfin, voilà, personne n'a compris. Elle aurait dû guérir et elle est décédée. Et ce décès-là, en fait, chez moi, ça a été quand même un électrochoc. Donc, pas que ce seul décès, parce que j'en ai eu d'autres, en fait. Mais celui-là, il m'a vraiment impactée parce que je me suis dit, mais c'est l'âge que moi j'avais, en fait. Quand j'ai subi le viol, j'avais 15 ans. Elle se battait contre sa maladie. Moi, je me battais contre mes démons à moi. Et j'ai trouvé ça, en fait, il y avait une injustice. Je me dis, mais pourquoi elle est morte et pourquoi moi je suis en vie? Et j'ai commencé à me poser des questions de type existentiel, hein. Donc, à l'époque, j'avais la trentaine.
Et je me dis, mais je comprends pas, j'ai tout pour être heureuse. Voilà, j'avais un mari, j'ai 3 enfants, j'ai un boulot, voilà, j'avais tout. Voilà, j'ai une maison, je peux pas me plaindre, j'ai tout pour être heureuse. Mais en fait, j'étais pas 100% heureuse parce que je me cherchais moi-même, en fait. C'était vraiment une quête d'identité, une quête de sens aussi. Pourquoi ça Et, 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 m'arrivait? Ouais. et cette histoire avec ta cousine, ça a été une sorte de déclic. Ça a été un déclic pour moi parce que je me suis dit à un moment, mais est-ce que j'ai envie de continuer en fait à vivre comme ça dans le silence parce que en fait je portais un masque, je faisais semblant d'aller bien. Il y a des fois où j'allais pas très bien, j'avais quand même du stress post-traumatique, je faisais des insomnies, des cauchemars et ça c'était pas très visible on va dire, mais je comprenais pas pourquoi en fait, tu vois, dans ma vie j'étais pas plus heureuse que ça. Alors j'étais pas Hmm. malheureuse non plus, mais c'est comme si j'avais un vide en moi et c'est parce que je comprenais pas pourquoi moi j'étais en vie si elle était décédée en fait et Ok. ces questions-là bien sûr. Et du coup, il y a ce premier déclic, le décès Mm. de ta cousine, qui te crée une sorte de prise de recul, de vision globale. Et quelques temps après, tu as une discussion avec ton ami, un de tes meilleurs amis, ton ami François, Oui, et il se passe quelque chose avec François. Qu'est-ce qui se passe pour toi? il y avait un point de bascule à ce moment-là tout à fait parce que dans il s'avère que voilà j'avais la série d'essais dans ma famille, j'étais pas très bien parce que ça remue beaucoup. Et puis chaque année, ben, j'avais un parcours de reconstruction et de résilience à faire. Puis j'avais à l'époque aussi des problèmes de couple. Et puis le travail que je faisais, je trouve que ça avait plus trop de sens pour moi. Et au milieu de tout ça, tu vois, on va dire, c'est pas une chose, mais c'est l'accumulation de plein de choses où je me dis, mais voilà, pourquoi ça va pas. Et ce jour-là, en fait, je me suis confiée à mon ami François, c'est vrai, parce que j'avais un trop plein, en fait. Tu vois, c'est un peu comme une cocotte minute qui explose. J'avais un trop plein de choses qui n'allaient pas dans ma vie, hein, où j'étais pas heureuse. Et je lui ai dit, écoute, François, tu sais, pour mes problèmes de couple, mes problèmes perso, mais je vais dire autre chose parce qu'il y a autre chose qui me ronge, en fait, de l'intérieur. Il faut que je te le dise parce que c'est le moment. Et je pense que ce jour-là, j'étais prête voilà, c'était le bon moment avec la bonne personne et parce que il fallait que ça sorte, en fait, tu vois, il fallait que ça sorte. Et là, je me dis, mais il faut que je te dise, c'est pas que le deuil, en fait, c'est pas que les décès dans ma famille, c'est pas que le boulot, mes problèmes de couple, non, non, il y a autre chose, en fait. Donc, j'ai fait, voilà, j'avoue, c'est pas un cadeau, j'ai fait ça, j'ai balancé comme ça le morceau. Et il s'avère, en fait, que j'étais vraiment très étonnée de sa réaction parce que moi, j'attendais qu'il me dise, bah, oh là là, c'est horrible, oh là là, ma pauvre, c'est terrible. Enfin, j'attendais cette réaction, donc je me préparais à ça et en fait, il m'a dit tout autre chose. Il m'a dit, Anya, ok, tu sais ce qui t'est arrivé, c'est terrible. C'est vrai, c'est vraiment, c'est terrible. Je dis pas le contraire, mais tu sais, aujourd'hui, ben, le présent t'appartient. T'es pas obligé de regarder tout en arrière et tu peux faire le choix aujourd'hui bah, de ne pas rester une victime toute ta vie. Il m'a dit ça, je C'est te une jure. grosse phrase, ça. Il m'a dit, tu peux choisir de ne pas rester victime, c'est-à-dire que ce que tu as vécu, ben, ça te définit pas et tu peux faire le choix de te défaire du passé. C'est pas parce que tu as vécu ça dans ton passé qu'aujourd'hui, bah, tu vas rester victime. Tu peux choisir en Hmm. fait ton présent, il t'appartient et ton avenir, c'est toi qui choisis. Et quand il m'a dit cette phrase, je te jure, j'ai fait la même tête que toi. Et tu sais, il s'est passé quelques secondes et j'ai un trou en fait. Il m'a dit quelque chose et ça fait, je sais pas, il y a eu plus rien autour, tu vois. Et ça m'a fait vraiment comme un changement de perception, tu vois. C'est comme si j'étais là et d'un coup, Ouais. paf, il ouvre mes œillères. Et je me dis, mais je, je réalisais pas en fait que je me mettais aussi en position de victime, tu vois. Est-ce que cette phrase qui te prononce là, tu peux Mm. faire le choix de pas rester une victime toute Oui. ta vie, te fait dire à l'instant, après ces quelques secondes de De réveil, blanc, de comme ça. dire, mais ouais, en fait. Est-ce que tu Mais as validé ça ou est-ce que tu as senti qu'à l'intérieur de toi, ça se défendait sur cette idée? alors sur le coup, quand il me l'a dit, hein, dans la seconde, il me l'a dit, je me dis, mais qu'est-ce qui me sort? Parce que je m'attendais à l'autre réponse. Voilà, ma pauvre, c'est terrible. Et en fait, il s'est passé quelques secondes qui semblaient beaucoup plus longues pour moi, mais je me dis, mais ce qu'il me dit, en fait, il me le dit pas méchamment. Il m'a pas dit, oh là là, arrête de faire la victime. Il m'a jamais dit comme ça. Il m'a dit, mais tu sais, Anya, tu as le choix. Et j'ai compris, j'ai entendu le mot, tu as le choix. Donc, j'ai le choix, donc je peux choisir. Aujourd'hui, je peux choisir bah, d'être heureuse ou je peux choisir de rester comme ça. Je suis pas bien, j'ai mes problèmes, tu sais, etc. Et quand j'ai Ouais. compris, bah, tu as le choix, je me dis, mais j'ai le choix, ça veut dire que j'ai du pouvoir sur ma vie. Je peux agir sur ma vie. Et c'est ça que ça m'a fait un point de bascule où voilà, ça m'a vraiment ouvert bah, mes œillères. Je regardais comme ça et d'un coup,
mon champ de C'était vision un, s'est élargi en fait. c'était un énorme cadeau Ah, mais, que- mais je lui ai dit merci parce que il me l'a dit d'une façon aussi très bienveillante, hein. voilà. Il Mais il m'a se ouvert trouve les yeux que, en fait ouais, sur des ouais. Mais il se trouve possibilités que je ne que, voyais pas. ouais, ce point de bascule supplémentaire, cette prise de conscience grâce à cette conversation, c'est qu'à un moment donné, tu as senti aussi que c'était le bon moment, avec la bonne personne, Oui. et qu'il fallait que ça sorte. Ce sont les mots que tu as prononcés tout à l'heure. Et là Mm. encore, je m'adresse à ceux qui sont encore dans le silence de ce qui s'est passé, ou le déni, ou peut-être euh, d'attendre de sentir. Est-ce que tu leur conseillerais, ces gens-là, d'attendre de sentir le bon moment avec la bonne personne pour libérer leurs paroles? C'est une impulsion qui vient de l'intérieur de soi, ou est-ce que ça serait plutôt de leur dire non, non, faites-le le plus tôt possible, c'est important, et qu'ils le déclenchent un peu avant de le sentir? Qu'est-ce que tu Moi, recommandes? je vais parler en mon nom par rapport à mon expérience personnelle. Ben, moi, c'est une question, c'était l'intuition que j'avais que c'était la bonne personne au bon moment, parce que je pense que la personne, en tout cas la première personne à qui on se confie, en fait, je trouve qu'il est important de choisir une personne en qui on a confiance, en fait, aussi. Et qu'il y a une sorte de feeling qui passe entre nous. Donc, il s'avère que moi, ben, j'avais totalement confiance en lui et je pouvais me livrer. Et c'est vrai que, voilà, je ne pouvais pas deviner ses réactions, mais j'avais l'impression que je pouvais me livrer sans me sentir jugée, tu vois. Et c'est vrai que ben, c'est ce qui s'est passé, en fait. Ce qu'il m'a dit avec ses mots, c'est quand il m'a dit, Anya, en effet, ce qui t'est arrivé, c'est terrible. Ça veut dire, en fait, Anya, je t'accepte avec ton histoire. Il n'a pas nié, hein. Il m'a dit, ah, je ne vais pas écouter, arrête. Non, non, il m'accepte tel que je suis. C'est parce que c'est vrai que je sentais qu'avec lui, je pouvais parler. Parce que bon, je parlais déjà d'autres choses, je parlais déjà de mes problèmes de couple, etc. Il Ouais. avait toujours accueilli cette parole avec bienveillance. Donc je me dis là, je vais lui confier autre chose parce que ben, il s'avère qu'à chaque fois, ben, voilà, c'est comme quand tu as un meilleur ami, tu lui confies tes problèmes, ben, tu sais à quelle personne tu as envie d'aller te confier et des personnes peut-être que ça passe moins. Donc c'est vrai que pour moi, dans ce cas-là, quand on confie ben, un trauma qu'on a vécu, choisir la personne avec qui on se sent vraiment en confiance. Donc, c'est vraiment une question de feeling personnel. Ouais. C'est Ok. important, en fait. C'est dur de se mettre à nu, en fait. C'est vraiment ça, c'est de se mettre à nu devant quelqu'un. Bah, c'est ce que C'est j'allais dire, ça. parce que si on Mm. t'écoute parler et qu'on est hors contexte, on pourrait presque considérer que tu es en train de dire c'était la première fois que je me suis déshabillé devant un homme Ah, mais pour tout coucher à avec fait. lui et finalement lui offrir ma virginité. C'est quasiment C'est ce, vraiment ce, ça. ce pas-là que tu as fait. Hein. C'est de cet ordre-là. Tu vois, même si tu connais la personne, mais c'est comme si, voilà, je mets à nu pour la première fois devant un homme. Eh ben, ça peut pas être avec n'importe le premier venu. Tu vas pas prendre quelqu'un dans la Voilà. rue, regardez, je mets à nu devant vous. Non, c'est pas possible. Il fallait que je choisisse en fait. On choisit comme quand tu veux avoir une relation avec quelqu'un, ben, tu choisis la personne avec qui tu as des affinités. Donc Donc je du coup, dirais que c'est ça se ça. fait plutôt je le sens plutôt Mm. que il faut que. Pour moi, c'est je le sens. J'avais besoin de parler, mais à l'époque, ben, je sentais, j'avais pas peut-être pas trouvé la bonne personne aussi, Ouais. et aussi une personne qui, pour moi, en fait, ce qui est important, ben, qui soit neutre pour moi, on va dire, enfin à peu près Ouais, neutre, c'est ça. pas quelqu'un qui soit dans le jugement. Ça, je pense que Ok. quelqu'un qui est dans le jugement, j'aurais eu du mal. Mais pour moi, c'était une question de timing avec la, Tu l'as ouais, senti, tu l'as j'ai senti exact. senti. Alors, je fais juste une pause dans l'interview. Je m'adresse à tous ceux qui nous regardent en direct. Je suis en train de suivre vos questions. Enfin, je suis en train de suivre vos commentaires. Donc, pour tous ceux qui vont avoir des questions à poser à Anya, surtout sentez-vous libre de poser votre question dans le chat de YouTube et je m'assurerai de pouvoir lui poser les questions sur la fin de l'interview tout à l'heure, qui se terminera de toute façon aux alentours de 19 heures, heure de Paris, donc dans à peu près 40 minutes. On a tu as ces dernières années accompagné beaucoup de personnes à libérer leurs paroles et à entamer un parcours de reconstruction. Est-ce que tu saurais décrire d'une façon générale le processus, le phénomène du déclic, mais d'une façon générale, Mm. ce que vivent la plupart des gens, le déclic quand il est question pour eux de passer de j'ai vécu ça, je reste dans le silence ou j'ai commencé à en parler, et le point de bascule vers je commence à libérer ma parole et à me reconstruire. Comment se passe le processus de déclic d'une façon générale? D'une façon générale, je dirais qu'à un moment, c'est que la situation actuelle, elle ne nous convient plus. Tu vois, donc par exemple, rester dans le silence ou se taire, ou qu'on a essayé, on va dire, et que cette méthode, ça convient plus. Ça peut être aussi, par exemple, quand on regarde un reportage, qu'on lit un livre. Moi, j'ai eu beaucoup de déclics en lisant des livres. Ou ça peut être aussi, ben, dans mon cas, un trop-plein de plein de choses qui ne vont plus. Hein. Je ne peux pas dire exactement quoi, mais c'est l'accumulation de plein de petites choses. Je me dis, mais
est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? En fait, souvent, le déclic, c'est ça. Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Est-ce que ça me convient? Est-ce que je peux, en fait, aussi, ou est-ce que je veux? Et le déclic, c'est à un moment, c'est là, c'est trop, là, stop. Enfin, il faut que je Hmm. fasse quelque chose. Soit je me fais aider, je me fais accompagner, soit il Ok. faut que je parte, mais il faut que je fasse un truc différent parce que là, actuellement, ben, je veux plus continuer comme ça. Souvent, c'est ça. Donc c'est une prise de décision personnelle, c'est encore une fois une sorte d'impulsion. Hein, je sens qu'il est temps pour moi de ça, et là à ce moment-là on se met en route vers quelque chose. soit ça vient de Ok. soi, voilà, mais soit ça peut aussi parfois devenir bah, de sources extérieures comme un reportage sur la libération de la parole, etc. Bah, peut-être que Ouais. ça peut t'encourager aussi à te libérer ou tu lis un livre de témoignages, ça peut aider. Mais c'est vrai que le déclic, quand même, c'est quand même intérieur à soi. C'est Ouais, pas c'est ça. quelqu'un qui va C'est dire, personnel. tiens, là, il faut que tu y ailles et tu fasses ça. Non, il faut qu'on se sente prêt ou prête à le faire. Ouais. Ouais, ouais, absolument, Mm. absolument. Tu m'as raconté l'histoire que au départ, lorsque tu as engagé tout ce parcours, ce cheminement personnel de reconstruction, etc. Et puis à un moment donné, tu as eu cet élan de dire je souhaiterais participer à des groupes de parole. Et t'as pas trouvé ça donc sur la région parisienne sur cette thématique des violences sexuelles. Et par la suite, quelques années plus tard, tu as souhaité écrire ce livre et il Ouais. y a un point commun entre ce qui t'a poussé à monter cette association, ces groupes de parole pour accompagner les gens, et ce qui t'a poussé à écrire ce livre, c'est une conversation avec, non pas une personne, mais avec une énergie, avec toi-même, où tu savais pas toi-même décrire quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans les deux cas? Dans les deux cas, j'ai parlé de mon dialogue intérieur. Peut-être que ça va parler aux personnes qui nous écoutent, mais c'est vrai que moi, depuis toute petite, hein, depuis enfant, je me parle à moi-même et on a tous hein, cette voix, je vous rassure, on a tous une voix intérieure. Moi, je me parle énormément et c'est vrai que je pense que pendant mes 20 ans de silence, j'avais l'occasion aussi de dialoguer avec moi. Donc, voilà, je vais pas dire qui parle, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est moi-même qui me parle à moi parce que c'est ma propre voix que j'entends. Mais dans mon parcours, c'est vrai que voilà, quand j'ai fondé mon asso Les Résilientes ou quand j'ai eu l'impulsion pour mon livre, c'est comme si à ce moment-là, tu vois, je recherchais quelque chose. Tu vois, dans l'asso, je cherchais moi-même des groupes de parole, je l'ai pas trouvé et je me disais, mon dialogue intérieur, je comprends pas à Paris, c'est une grande ville de plusieurs millions d'habitants, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de groupe de parole, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'asso et c'est pas normal. Et je me parle toute seule, hein, soit à voix haute, soit à voix basse, monologue intérieur, et je me dis mais pourquoi? Et je me suis entendue dire, c'est vrai, c'est comme si je me parle à moi-même, je dis mais ben, parce qu'il faut que tu le fasses. Je dis, mais comment ça? Il faut que je le fasse. Je dis, bah, crée-le, crée l'asso. Je dis, ah non, non, j'ai pas envie, moi je veux être bénévole dans une asso. Donc c'est comme si, tu vois, mon mental parle à la voix de mon intuition qui me dit, bah, crée-le. Alors, non, non, je vais chercher sur Google, je vais trouver des groupes de parole. J'ai cherché, hein, franchement, j'ai pas trouvé, c'était en 2018. Et là, je me dis, ok. Et en fait, cette petite voix était très présente et elle revenait souvent. Elle me disait, mais euh, j'en ai besoin dans mon parcours de rencontrer d'autres personnes. Moi-même, je m'étais formée pour animer des groupes. Après, je suis devenue coach. J'ai dit, mais j'ai envie de rencontrer d'autres personnes et partager à mon tour aussi. Et je me suis entendue me dire, mais il est temps de le faire. Et dans mon cas, hein, voilà, il s'avère que cette petite voix, elle revient. Comme pour mon livre, à un moment, voilà, je cherchais un livre tu vois, bah, qui donne une méthode, une méthodologie, des outils, etc. pour avancer. Donc, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, mais c'est pas spécifique à la résilience ou à la reconstruction. Donc, j'ai dû quand même lire plus d'une centaine d'ouvrages sur ces thématiques. Et c'est vrai que je me dis, mais je comprends pas là. Pourquoi il n'y a pas de bouquin qui fait un condensé qui soit ciblé reconstruction, résilience, parce que je suis sûre que ça intéresserait beaucoup de monde. Moi, ça m'intéresse et je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai commencé pareil, mon petit monologue intérieur, écrit. Donc moi, j'écrivais pour moi. Et après, à un moment, je me dis, mais je l'ai qu'à, écris-le, le livre. Je dis, mais non, non, je suis pas écrivaine, je me sens pas légitime. Je me parle à moi-même, je me vois pas écrire, j'ai pas fait d'études de lettres, j'ai un bac scientifique à la base, je suis hyper cartésienne. Et ça chemine. Moi, ça m'empêche de dormir la nuit. Dans mon cas, voilà, ça se manifeste beaucoup la nuit parce que je faisais pas mal d'insomnie et je me parlais à moi-même et il s'avère que, ouais, c'est comme si je lisais des passages de mon livre et je me le disais à moi-même, en fait. Comme pour l'instant, il y a un moment, j'ai eu un élan, j'ai dit, OK, ben, je vais le faire, ça n'existe pas, ben, je vais me lancer. Pour que la voix me laisse tranquille aussi, tu vois. Non, mais c'est Hmm. vrai, pour que cette petite voix intérieure me laisse tranquille, parce que sinon, elle revenait un peu à la charge. Elle s'ouvre, les groupes de Alors, parole, les ça me livres. fait énormément penser à ce livre que peut-être les gens qui regardent cette vidéo connaissent, qui s'appelle Conversation avec Dieu, de Hyper, Neil Donald très, très Walsh. puissant. Ça ressemble beaucoup à ça.
J'ai découvert Et l'année dernière, je connaissais pas un jour, on m'a dit Ania lit ce livre. J'ai dit ok, c'était en plein Covid. ouais. C'était une révélation pour moi. J'ai lu le bouquin, j'ai dit oh, c'est fou. Et est-ce Alors, que tu nous partages dans cette conversation, avec cette mhm, énergie, avec cette conscience qui te dit, mais parce que c'est toi qui dois l'écrire, mais vas-y, écris-le, et puis quasiment qui te dicte des passages. Ça ressemble énormément à ça. Alors, il se trouve qu'en fait, Anya, on s'est rencontrés, toi et moi, dans une formation autour du domaine de l'énergie. oui, Il se trouve que tous les deux, on est certifiés en scan thérapeutique, donc la capacité d'accompagner les gens dans la mhm, lecture de leur énergie et d'en retirer des ouais, informations pour les mettre à leur disposition. Donc, aujourd'hui, Anya, tu es en capacité d'accompagner les gens de cette façon-là aussi, hein, mhm, dans l'énergie, avec beaucoup de pertinence, de douceur. Euh, il y a, euh, il y a une chose, parce il y a quand même ce livre. Et mhm. une chose qui m'a tout de suite frappé à la lecture de ce livre, c'est le ton que tu as employé, le ton que tu emploies. C'est ta posture, en fait. Pas une seule fois, alors que le livre commence avec ton histoire, pas une seule fois, on te sent larmoyante ou victime. On sent que, évidemment, tu as bien cheminé. Est-ce que tout le monde peut arriver à libérer sa parole et à se reconstruire? Est-ce que c'est possible de ne pas rester une victime toute sa vie, finalement? Ah, moi, j'en suis persuadée. Moi, je pense que, tu sais, moi, je suis pas plus intelligente ou plus chanceuse que les autres. C'est pas ça, mais c'est parce qu'à un moment, j'ai une prise de conscience en fait dans mon parcours quand j'ai réalisé que j'avais le pouvoir de choisir ma vie, que j'avais le pouvoir de faire différemment si ça me plaisait pas en fait ou si ça n'allait pas. J'ai réalisé qu'à un moment, mais c'est vrai, si je peux agir dans ma vie, je peux choisir de ne pas rester victime. Et pour moi, ça commence par une prise de conscience, en fait. Et sans cette prise de conscience, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, y a pas de, je pense pas que ce soit, tu vas donner à certaines personnes et que ce soit pas donné à d'autres. Hmm, On a tous, tu vois, cette capacité, mais qu'on choisit ou pas de développer, on va dire. Mais moi, à ouais, un moment, j'ai fait le choix de faire différemment et franchement, je ne regrette pas parce qu'en faisant différemment, j'ai eu des résultats tout autres dans ma vie. Mais on a exactement. tous cette capacité en nous de résilience. Et peut-être qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore là et c'est OK en fait. Moi, à un moment, pendant très très longtemps, hein, voilà, j'avais mon statut de victime et ça me convenait. J'étais aussi en posture de victime et j'attendais qu'on me traite en victime, c'est-à-dire j'attendais de la pitié des gens, etc. Hmm, Dans mon cas, je ne l'ai pas eu et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup réfléchir en fait des phrases qu'on m'a dites et qui ont eu l'effet oui, d'un déclic ou de prise de conscience très forte. Mais je pense ouais. que tout le monde a dans son parcours, à un moment, et parfois il suffit d'une rencontre, tu vois, d'une phrase. Moi, c'est une rencontre, une phrase qui a fait tout basculer. Après, il reste quand même un morceau il reste un gros morceau hein, qui est à avaler quand même. C'est Mhm. que ce soit une agression, un accident ou autre chose, quand il y a des dommages physiques, des dommages psychiques, comment on fait, Anya, pour accepter un événement qui nous a violenté à ce point-là et qu'on a subi, hein, pour le coup, comment est-ce qu'on fait pour arriver finalement à plus en vouloir à la personne qui nous a fait ça? Mhm. Moi, en premier, je vais dire que le premier pas dans un chemin comme ça de résilience, ça commence, comme tu l'as dit, le mot est juste, par accepter en fait. Moi, ça a commencé par accepter ce qui m'était arrivé parce que, tu sais, quand j'ai gardé le silence voilà, pendant 20 ans, c'est parce que moi, je n'acceptais pas ce qui m'était arrivé. C'est-à-dire que j'étais dans le déni en fait, de cette réalité où je minimisais ce qui m'était arrivé, comme dire, c'est pas très grave, je suis en vie. Finalement, c'est pas grand-chose. À un moment, je dis, oh, c'est une agression sexuelle ou finalement, c'est. Je minimisais beaucoup parce que pour moi, c'était plus tolérable. Et tant que j'étais dans ce déni, on va dire, de la réalité, je ne pouvais pas avancer. Donc, pour moi, ça commence d'abord par ça. Et est-ce que tu peux me répéter ta question? C'était Comment on fait pour accepter la situation comment on fait qui pour s'est accepter la passée et comment situation? on fait pour arrêter d'en vouloir à la personne qui nous Ah, a... arrêtez donc. C'est quand, après l'acceptation, voilà, ça c'était quand même une grosse étape dans ma vie. Euh, ne plus en vouloir à la personne, c'est que j'ai fait un travail énorme sur moi et en travaillant en fait en prenant conscience en fait que quelle que soit l'épreuve qui nous arrive, et ben c'est pas la personne qui nous a fait souffrir qui est responsable de ma vie aujourd'hui, de mon mal-être. Ok, elle est responsable de ses actes, elle est coupable de ses actes, mais si aujourd'hui, ben, je reste dans le silence, si aujourd'hui, je décide de me morfondre, si je ne choisis pas de me faire aider, si j'en ai la capacité, si je pourrais me faire aider, etc., ça, j'ai quand même la responsabilité sur le choix que je fais. Donc, quand j'ai pris conscience de ça, que en fait, aucune personne n'est responsable de mes pensées, de mes émotions, de mes actions ou mes non-actions,
Et ben, je me suis dit, mais ça peut pas venir de l'extérieur, en fait. Tu vois, parce que j'aurais beau attendre que la personne soit punie de ses actes, je pourrais attendre très très longtemps et peut-être que ça n'arrivera pas. Et si j'attends ce moment-là, je vais pas mettre ma vie en suspens. Donc, c'est de cette prise de conscience que je me suis dit, mais non, si ça arrive, tant mieux, mais si ça arrive pas, bah non, mais je vais pas attendre, je vais travailler sur moi. Comment travailler sur ma colère? J'ai ressenti énormément de colère, en fait. Et cette colère, je l'ai retournée aussi contre moi. J'ai ressenti de la haine, j'ai ressenti des désirs de vengeance, des choses comme ça. Je suis passée par toutes ces étapes. Mais pour moi, c'était nécessaire de passer par ces étapes avant d'arriver à l'apaisement intérieur, parce que je pense qu'il fallait que je vive, on va dire, vraiment les émotions aux extrêmes, Bien pour sûr. dire, est-ce que ça, je veux ça de ma vie? Est-ce que j'ai envie de vivre dans la colère et la haine? Ben non, ça me nourrissait pas, en fait, pas du tout. Ça, c'était très négatif pour moi. Enfin, Donc, donc c'est ça. est-ce que tu dirais que tu es passé par une phase de pardon? C'est un mot qu'on pourrait s'attendre à avoir abordé. T'as pas encore prononcé ce mot. Est-ce que tu as dû passer par cette phase-là? Pour moi, c'était une étape essentielle dans mon parcours de résilience. Alors, je vais dire, voilà, quand je dis ça, c'est pas une injonction à pardonner. Je n'ai pas dit aux gens, tout le monde doit pardonner, c'est pas ça. Mais dans mon parcours à moi, c'était une étape fondamentale parce que ça m'a permis de retrouver la paix intérieure. Alors, quand je dis pardon, c'est pas forcément pardonner à la personne qui nous a fait du mal, c'est trop compliqué. Moi, je trouve que le plus dur, c'est quand même se pardonner à soi. Dans mon cas, c'est vrai que moi, j'ai fait le chemin du pardon. J'ai aussi pardonné à l'homme qui m'a violée. Mais ça, c'est mon choix perso. Et quand je dis pardonner, ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire minimiser, ça ne veut pas dire excuser. Enfin, pour moi, c'est très important de le dire. Et dans mon livre, j'en fais tout un chapitre du pouvoir du pardon. Pardonner, ça ne veut pas dire que je me réconcilie avec la personne. Ça ne veut pas dire que je renonce à mes droits, parce qu'on peut porter plainte. Moi, j'ai porté plainte, même s'il y a des prescriptions. Et ça ne veut pas dire que les actes, voilà, on les oublie pas du tout. Et ça ne veut pas dire excuser. Pour moi, Hmm. c'est vrai que la signification est subjective. Mais Merci le de pardon, ça préciser. veut dire pour moi guérir mes plaies, quoi. Ça veut dire cicatriser mes blessures, ça veut dire ça. Et que je n'attends plus de la personne qui m'a fait du mal qu'elle me répare. C'est vrai que j'attendais ça à un moment. J'attendais que le violeur me répare, mais voilà, ça va être difficile. J'attendais après que mon mari me répare, j'attendais que mes enfants me réparent, j'attendais que ma famille me répare, que la société me répare. J'attends. Et en fait, c'est-à-dire que en attendant que les autres te réparent, ou quand tu as des attentes envers les autres, c'est que tu leur donnes une partie de ta puissance personnelle, c'est-à-dire qu'eux, ils ont du pouvoir sur ta vie. Et ça, je voulais plus, en fait, ça. Et donc, pour moi, la solution que j'ai trouvée, ben, c'est d'aller sur le chemin du pardon. Donc, c'est vrai que moi, j'ai pardonné. Mais au-delà de ça, je me suis pardonnée à moi-même. Et ça, c'était vraiment le plus dur aussi, parce que j'ai beaucoup culpabilisé dans mon cas. Et comme beaucoup de personnes qui ont vécu des violences sexuelles, on culpabilise de voilà, de pas avoir réagi autrement, de pas, par exemple, oui, enfin, en tout cas, on essaie de se faire le scénario, tu vois, dans sa tête. Et ça, c'était le plus difficile et le plus libérateur, en fait, pour moi, c'était de me libérer de tous ces sentiments de culpabilité. Pour moi, se libérer de la culpabilité, ça passe par le pardon à soi, en fait. C'est de ne plus Hmm. se reprocher de choses qu'on a faites, pas faites, dites ou pas dites. Et pour moi, c'est une étape essentielle, en tout cas. Il y a quelque chose que ceux qui n'ont pas encore lu ce livre ne peuvent pas savoir, c'est que ce livre n'est pas juste un livre. En fait, à chaque étape, c'est pas juste une histoire de témoignage où elle raconte son histoire. Parce que son histoire, elle tient 40 pages. Le C'est livre en fait beaucoup. à peu près 400. Donc vous voyez qu'il y a autre chose que son histoire, et notamment sur le pardon, mais aussi sur toutes les autres étapes de reconstruction et de libération. Anya propose des exercices, des choses à faire, etc. Il y a notamment un exercice sur le pardon. Cela dit, il y a un terme qui m'a vraiment, une thématique que tu as abordée qui m'a vraiment frappé. Il se trouve que ça fait plus de 24 ans que je fais du développement personnel. Pour moi-même d'abord, et ensuite j'en ai fait mon métier il y a 7 ans. Mais j'ai retrouvé dans ce livre le condensé de tout le meilleur, de tout ce que j'ai lu, appris et vécu ces derniers 24 ans. Donc ça, c'était incroyable. Et par contre, il y a plein de choses que j'ai apprises encore. Ah oui, c'est vrai, Et tu c'est viens fou. notamment chercher la différence entre l'humilité et l'humiliation. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, s'il te plaît? Oui, ça c'est vrai, j'en parle d'ailleurs dans le chapitre sur le pardon, je pense. Bah, Et que c'est vrai que c'est pour ça que je pense que ça peut être difficile de faire cette démarche parce que souvent les gens pensent que voilà, aller sur la voie du pardon, et ben, c'est un acte, on peut penser que c'est humiliant en fait, tu vois, de pardonner. Mais pour moi, en fait, au contraire, le pardon, c'est un acte d'humilité en fait. Et c'est vrai que, comment le résumer,
C'est une excellente question, tu vois. je, Alors, je, en fait, il se trouve je- que quand j'ai vu que les deux mots avaient la même racine et que pour autant ils avaient l'air d'être totalement opposés, ça a l'air, c'est comme tu vois, si c'est un curseur que tu places, c'est que c'est deux mots qui sont à l'opposé. Mais il n'y a aucune humiliation. Pendant longtemps, en fait, dans ma vie, je me suis sentie humiliée. Voilà, je vais donner un exemple. Je me suis sentie honteuse, inférieure, et j'ai été humiliée par ces actes, en fait. Et voilà, j'avais une très faible estime de moi à l'époque. Je voyais pas ma valeur personnelle. Tu vois, à l'époque, ça m'aurait aidé d'aller voir quelqu'un comme toi qui voit la valeur des autres. Mais moi, je voyais pas ma valeur et je, je me sentais vraiment, ouais, vraiment humiliée, inférieure. Et quand j'ai compris que finalement, c'est pas ce que j'ai vécu qui va me définir, euh, quand j'ai réussi à restituer, tu vois, la culpabilité, la honte que je ressentais et que j'ai portée très très longtemps, et ben, je me dis, mais il n'y a rien de ce que j'ai vécu qui est humiliant en fait. Qu'est-ce qui est humiliant dans mon histoire? Parce que quand j'ai suffisamment travaillé sur moi, je me dis, mais finalement, je, je vois ma valeur en fait. C'est ça, hein. Et du coup, l'humilité pour moi, c'est aussi se dire, eh ben, je, je sais pas tout, j'accepte de me remettre en question. Parce que quand j'étais dans l'autre le versant, je me sentais vraiment inférieure. J'avais ma réalité, tu vois, où c'était comme ça, c'est figé. Et quand j'ai ouvert mes œillères et je me dis, mais finalement, voilà, je sais pas tout. Si ça va pas, je peux me faire aider. Et c'est pas du tout humiliant, d'ailleurs, de se faire accompagner ou aider. Et ouais. c'est ça, en fait. J'accepte de me remettre en question, de me dire peut-être que ce que je pensais, c'est juste mon interprétation. Peut-être qu'il y en a une autre, d'ailleurs. Peut-être qu'il y a une autre grille de lecture possible. Non, Et en fait, c'est toute la différence. C'est que, et c'est toute la subtilité du truc, ce que tu viens de nous partager. En fait, c'est ça. Quand j'ai vu que c'était la même racine ces deux mots avaient la même racine et pourtant ils avaient un sens diamétralement opposé, je suis allé chercher l'étymologie. Et en fait, les deux mots ont la même racine latine qui signifie être proche du sol. D'accord. Mais c'est soit c'est subi, c'est Ouais. l'humiliation, Mais ça, c'est complètement soit subi. c'est moi qui fais preuve d'humilité et c'est moi qui choisis de Bien me sûr. mettre proche du sol, c'est-à-dire on appelle ça en coaching une posture basse. Ouais, tout à fait. Mais c'est soit c'est choisi, soit c'est subi. Et en fait, comme tout ça arrive après l'événement, le Mm. traumatisme, eh bien ça devient vraiment un choix et on revient en fait à reprendre sa puissance et son pouvoir comme tu nous l'as partagé depuis tout à l'heure. Tout à fait, parce que c'est en faisant preuve, dans mon cas, d'humilité, de me dire, OK, je sais pas tout, je vais me faire accompagner, je vais me faire aider, ou j'accepte de me remettre en question, c'est surtout ça, hein, j'accepte de changer ma perception des choses. Et ben, c'est comme ça que j'ai retrouvé en fait ma puissance personnelle. Et tant que j'étais enfermée dans mon schéma, c'est comme si, c'est comme ça, je suis la victime entre guillemets, où je me sentais humiliée, la victime humiliée. Et ben, je j'avais pas de pouvoir sur ma vie en fait, je subissais. Et voilà. Et c'est vrai, tu as raison, c'est très, très pertinent ta question, parce que je savais pas que c'était la même racine, tu vois? J'apprends ça aujourd'hui. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est d'aller d'un chemin de l'humiliation vers l'humilité, en fait. Et mon livre, c'est un petit peu ça. Comment retrouver sa valeur personnelle? Comment, voilà, aller sur le chemin de l'amour de soi aussi, et de la bienveillance envers soi-même, et ce que tu fais aussi très bien, tu vois, avec les jeunes que tu accompagnes aussi, hein. Mais Et merci, hein, pour cette question. avec plaisir. Et en fait, j'entends que c'est, on peut se dire Mmh. aussi, mais pour moi, c'est trop gros de pardonner, d'aller vers l'humilité alors que je me sens encore humilié, etc., etc. Mmh. Je crois que c'est important, hein, je pense qu'on peut le dire, Anya, à chacun de prenez le temps d'être sur votre chemin là où Bien vous sûr. en êtes. On n'a pas dit que vous deviez appliquer aujourd'hui tout ce Il y qui a vous est pas partagé, d'injonction, mais au voilà. Et c'est un contraire, c'est un processus. processus Ouais, ouais, qui tout à prend un fait. certain temps et c'est pour ça que ce livre-là existe, pour vous accompagner dans ce processus Mmh. vraiment étape par étape et à votre rythme et en toute autonomie. J'ai d'ailleurs la question de Beverly qui dit mais où est-ce qu'on peut se procurer ton livre, Anya? On peut déjà y répondre, je pense. Oui, on peut se procurer en librairie, surtout les sites internet, Fnac, Amazon, Cultura, et cetera. Mais voilà, il suffit de taper, «L'or de nos cicatrices» et on peut le trouver partout, même dans toutes les librairies indépendantes, hein, voilà, on peut le commander. Mais je vous Est-ce mettrai, que les liens, à la fin du tu peux nous remontrer la couverture rapidement oui, lors de je nos vais cicatrices? voilà, Anya Tsai aux éditions First, aux éditions se First, voilà. libérer et se reconstruire après des violences sexuelles. Alors, ma question suivante, elle concerne en fait le principe de responsabilité. Ça, Mmh. c'est très souvent un gros morceau, encore une fois, à parcourir par rapport à ce qui Mmh. nous est arrivé dans le passé. Il y a souvent une confusion entre la culpabilité et la responsabilité. Mmh. Est-ce que tu pourrais Tout à nous fait. aider à
distinguer les deux, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est une question fondamentale, hein. Pour moi, en fait, alors déjà, je précise, hein, quand on a vécu des violences, voilà, on n'est pas responsable ni coupable des actes qu'on a subis, hein. Voilà. Moi, c'est important de préciser, une victime n'est jamais coupable, en fait. Celui qui est coupable, c'est celui qui a commis les actes. Voilà. Et celui qui a commis les actes est responsable aussi de ces actes, c'est lui qui doit répondre. En fait, pour moi, le mot responsabilité, alors j'aime bien en fait la racine, tu vois, en anglais, on dit responsible. Ça veut dire capable de répondre. Ça veut vraiment dire ça. Responsable, ça veut dire être capable de répondre, c'est-à-dire être capable d'agir sur une situation, par exemple, qui ne me convient pas. La responsabilité, quand on prend la responsabilité de sa vie, ça veut dire être capable de répondre à cette situation où on est responsable, en fait, de nos pensées. On est responsable de nos émotions et on est responsable de nos actions. C'est-à-dire, en fait, quand on comprend ça, qu'on est responsable des pensées et émotions, actions, ben, ça veut dire aussi que la personne en face, voilà, l'agresseur, on va dire, est lui-même responsable de ses propres pensées, de ses propres émotions, de ses propres actions. C'est-à-dire que chacun, on a la responsabilité, donc on est en capacité d'agir sur ça. C'est-à-dire que, du coup, ce que les autres pensent, disent ou font, c'est leur responsabilité à eux. Donc, c'est-à-dire que moi, je ne porte pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Je ne porte pas non plus la culpabilité parce que je ne suis pas coupable, en fait. Une victime n'est jamais coupable. Et pour moi, le mot responsabilité, c'est un mot qui est, c'est vrai, comme tu dis, on mélange souvent avec culpabilité, mais pour moi, responsabilité, c'est un mot qui est très, très puissant. Ça veut dire qu'on est capable d'agir. On peut redevenir acteur, actrice de sa vie. Et en tout cas, j'estime qu'un parcours de résilience après l'acceptation, ça passe à un moment par retrouver son pouvoir personnel, c'est-à-dire comment redevenir acteur de sa vie, c'est-à-dire comment reprendre l'entière responsabilité de sa vie. Exactement. Et du coup, Aujourd'hui, là, on peut on vient agir. de traverser finalement les deux grandes premières étapes. Il y a Mm. l'acceptation, la prise de la responsabilité, histoire de pouvoir remettre les mains sur le volant de sa propre vie. Voilà. Et après ces deux premières étapes, du coup, on s'est engagé dans un processus de changement, d'évolution personnelle, de libération, de reconstruction. Quelles sont les ressources typiques auxquelles le grand public a accès pour ça, mais qui connaît peut-être pas forcément, que ce soit en autonomie, en accompagnement? Quelles sont, de façon typique et générale, les ressources qui sont disponibles? Pour avancer dans un parcours de reconstruction, c'est ça Exact. la Ouais. question, les ressources. Déjà, moi je dirais que ça commence par travailler sur soi en fait, vraiment. Donc soit, comme tu dis, via des accompagnements par exemple, ça peut être aussi à travers des lectures. Mais la ressource qu'on a en fait, en PNL, ici, on a un présupposé qui nous dit, et moi j'adore cette phrase, je trouve ça tellement vrai, je le dis souvent à mes clients que j'accompagne, en fait, chacun a les ressources nécessaires à son propre changement. Quand on prend conscience de ça, que moi j'ai les ressources nécessaires à mon propre changement, et c'est pas quelqu'un d'autre qui a les ressources à ma place, mais que chacun en soi on porte ses ressources, et ben il suffit de travailler sur ses ressources en fait. C'est-à-dire que on a ce potentiel en soi, et pour moi, les ressources, il suffit de les déterrer parfois ou travailler dessus. En fait, il y a des choses, c'est par l'entraînement, hein, voilà, c'est pas du jour au lendemain, quand j'ai confié ma parole, que je suis arrivée à ce niveau-là aujourd'hui. C'est que vraiment, j'ai mis en pratique. Pour moi, la ressource essentielle, on va dire, ou une qualité fondamentale à développer, c'est intégrer en fait. C'est-à-dire que ce qu'on nous dit, ce qu'on apprend ou en thérapie, en accompagnement, en coaching, ce qu'on veut, ou les bouquins, si on juste le savoir, ça suffit pas en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que ça passe par le corps. Il faut le mettre en pratique. En gros, par exemple, si tu vas apprendre à faire du vélo, Cédric, si je te dis, alors tu dois mettre ton pied droit sur la pédale et tu dois faire un petit mouvement comme ça, et avec ton pied gauche, tu fais ce mouvement, et ta main droite et ta main gauche, tu tiens le guidon, et je t'explique le principe de l'équilibre et comment faire du vélo, ok, tu vas peut-être le comprendre. Donc, je vais te montrer une vidéo, tu vas comprendre, mais tant que tu vas pas sur le vélo et que tu te lances, tu sais pas en fait. On ne Hmm. saura jamais faire du vélo comme ça. Donc pour moi, ça passe par implémenter dans sa vie, c'est-à-dire s'entraîner, s'entraîner, mettre en application jusqu'à ce qu'on devienne un moment, ce qu'on dit en coaching, voilà, dans les stades d'apprentissage, qu'on devienne inconsciemment compétent. C'est-à-dire que voilà, je sais faire du vélo, mais tu n'as plus besoin d'y penser. Je sais me brosser les dents, je n'ai pas besoin de réfléchir, il faut que je fasse tel mouvement, etc. Ça devient automatique en fait. Hmm. Et pour moi, c'est vraiment ça, de
faire des habitudes jusqu'à temps que ça devienne automatique, pour moi, c'est une des qualités essentielles en fait à développer. Je sais pas si ça répond à la question. Ouais, ouais, ouais. Donc, dans les ressources, donc, comme tu l'as dit, il y a tous les accompagnements. On Bien peut faire de la sûr. psychothérapie, on peut aller en psychiatrie. Voilà. Voilà, On peut aller en groupe de parole, on groupe peut, de voilà, parole. des livres, on peut travailler par soi-même, voilà, hein. Il y Voilà, a plein de exactement. choses à faire. Le livre que tu as écrit est une ressource à proprement C'est parler. une J'en ai déjà ressource touché aussi. deux mots. Encore une fois, c'est pas un livre de témoignage. C'est un Mhm. livre ressource dans lequel vous allez trouver des exercices, des conseils, de l'information d'une grande valeur, des citations, des choses inspirantes, des histoires, euh, Des petits voilà, contes, parce que j'ai... c'est une mine d'or. C'est une bibliothèque entière de développement personnel que vous pouvez trouver à la Fnac, sur Amazon, chez Deux Citres ou peu importe. Tout mis dans un livre. Anya, elle a pris le meilleur de tout. Elle a mis ça dans un livre et elle met ça à votre disposition. Elle le dit souvent, c'est mon cadeau au monde. Elle a fait un travail colossal de rassembler et c'est une ressource qui est absolument formidable. Vraiment, je sais pas exactement comment trouver les mots pour dire à quel point ce livre m'a laissé bouche bée, m'a ébahi et à chaque fois je disais mais elle a mis ça aussi, mais c'est génial. Et tout du long, et je te le disais, tout du long du livre, parce que je lui disais, j'en suis là, et j'ai dit, mais c'est génial, mais c'est génial. C'est incroyable, une ressource incroyablement riche. Il y a évidemment l'association Les Résilientes, avec les groupes de parole. Oui, tout à Est-ce qu'elle fait. est uniquement sur Paris, ou est-ce que les gens qui seraient ailleurs en France, en Belgique, en Suisse, à l'île de la Réunion, au Canada, en Afrique du Nord, pourraient également participer à des groupes de parole de cet assaut? Alors, oui, la Solaire Résiliente, on fait des groupes de parole en présentiel à Paris, donc c'est pour les personnes à Paris ou Île-de-France. Après, moi-même, dans mon activité d'accompagnement, parce que moi je suis coach de vie et thérapeute, je fais des groupes de parole en visio, en fait. Donc j'en fais généralement le week-end. Et là, c'est vrai que j'ai des personnes, ben, comme tu dis, de l'étranger aussi, des personnes de province. Parce que moi, je crois énormément en fait au pouvoir du collectif quand on a vécu un Ouais. trauma. À un moment dans son parcours, ben, on a envie d'échanger avec des personnes qui ont vécu la même chose. Et ça aide aussi à sortir de la solitude et de l'isolement, hein. Enfin, souvent, on se sent très marginalisé aussi. Donc, en tout cas, ben, c'est vrai que les groupes, ça peut être très puissant dans un parcours de reconstruction, mais ça ne fait pas tout. Je précise qu'il y a aussi un travail personnel à faire, qu'on le fasse soi-même seul ou accompagné. Mais en tout cas, c'est d'une aide vraiment très bénéfique, en fait, dans Ah, un tu m'étonnes. parcours. Ouais. Tu m'étonnes. Alors, dans tout ce que j'ai découvert dans ce livre, il y avait beaucoup de choses que je connaissais, mais que je trouvais absolument brillantes et que c'était vraiment génial que tout soit là. Et comme je l'ai déjà dit, j'ai quand même appris plein de trucs. Et il y a un concept que je ne connaissais pas du tout, c'est celui de Mm. l'ombre lumineuse. Est-ce que tu veux bien nous partager ce que c'est? Parce que j'ai trouvé ça mais tellement génial. Oui, c'est dans mon chapitre quand je parle d'apprivoiser son ombre. L'ombre lumineuse, en fait, c'est en quelques mots, pour moi, c'est un trésor inexploité, on va dire. C'est notre potentiel enfoui, donc qui peut regrouper ben, des qualités, des compétences, des dons, des talents, des choses en fait qu'on a en soi, mais qu'on ne s'est pas permis ou qu'on ne s'est pas autorisé ou qu'on a choisi de ne pas développer. Soit par exemple par peur du jugement des autres, par peur du rejet, par peur de l'abandon, mais c'est des choses qu'on a en nous et voilà, qui est un trésor qu'on n'exploite pas. C'est un peu, c'est de l'or qui gît dans l'obscurité, en fait. C'est un peu Au fond ça. de la mine. Au fond de la mine, et parce qu'en fait, on a tous plein de talents et voilà, c'est pas, je veux dire, pour moi, tu vois, c'est pas, il n'y a pas des gens qui naissent avec des dons et que d'autres personnes, on est tous créatifs par nature, tu vois. Et on Hmm. peut choisir ou pas ben, d'exploiter. Et on a tous cette part d'ombre lumineuse en nous. Est-ce que on est forcément conscient, on a forcément choisi de ne pas les utiliser, ces talents-là, ou est-ce qu'on peut ne pas en avoir conscience? Je pense qu'on peut ne pas en avoir conscience. Et C'est-à-dire? d'ailleurs, bah, peut-être que le scan thérapeutique, ça aide aussi à en prendre conscience, en fait. Parfois, on n'a pas conscience. Et il y a des fois, on a conscience, mais c'est parce qu'on peut être bridé. Par exemple, je ne sais pas si on adore de la danse, par exemple, et si peut-être dans notre famille, on nous a dit non, mais tu ne peux pas en faire un métier, ou c'est pas, tu ne peux pas en vivre, etc. Ça peut être aussi des injonctions. Ouais. Mais oui, ça peut venir de l'extérieur, mais il y a aussi soi-même, il y a aussi une question d'autorisation à soi-même. Peut-être qu'on n'ose pas aller vers ça, ou des activités, par exemple, artistiques, des choses comme ça. Ben, moi, j'avais ça, tu vois. Je rêvais faire la musique quand j'étais petite, je vais faire du piano. Et mes parents m'ont dit, bah, à quoi ça sert? J'ai dit, ben, parce que j'aime ça. Est-ce que tu vas en faire ton métier?
Je dis, bah non, est-ce que tu vas gagner de l'argent avec ça? Je dis, bah non, bah, ça sert à rien. Bon, j'en veux pas à mes parents parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, etc. Et puis pour eux, si on gagne pas de l'argent avec, ça sert à rien. Ça n'avait pas de sens. Bah oui, ça n'avait Donc pas de sens. Donc ça, du c'est coup, resté, tu vois, mon talent artistique bah, pour la musique, voilà, mon goût pour le piano, c'est resté dans mon ombre lumineuse. Après, j'ai choisi de l'exploiter, mais c'est passé beaucoup d'années. Donc, à la trentaine, hein, il y a quelques années, j'ai décidé de réaliser mon rêve d'enfance, voilà, d'apprendre à jouer du piano. Et pendant longtemps, j'osais pas aller vers ça parce que je me suis dit, ah, mais non, à l'âge adulte, on peut pas apprendre. À 30 ans, il fallait commencer à 6 ans. Et non, en fait, ben, j'ai choisi de réaliser mes rêves. Et donc, du coup, ben, j'ai exploité cette ombre lumineuse. Et bien sûr, je ferai pas une carrière de pianiste concertiste, mais c'est pas grave, je fais non, mais pour ça peut moi. être un loisir, je veux dire. Ça peut être Est-ce un que, loisir. une question pour toi, est-ce que dans l'ombre lumineuse, il pourrait y avoir, et j'en ai pas conscience, une force suffisamment grande qui me permettrait de libérer ma parole, de me reconstruire si je suis en train de regarder cette vidéo et je me dis, j'y arriverai jamais. Est-ce que dans mon ombre lumineuse, il peut y avoir cette force-là? Moi, je pense que oui. C'est-à-dire, tu sais, que souvent les gens disent à Anya, mais oh là là, t'es forte, t'es courageuse, etc. Ou mais moi, j'y arriverai pas. Ou les gens voient en moi des choses qu'ils n'ont pas en eux. Mais pour moi, je pense que si on le voit en moi, si on voit cette force en moi ou ce courage, ou peu importe les mots, mais c'est qu'on a cette part en soi. Mais peut-être qu'elle est à l'état de graine, c'est-à-dire qu'il faut la faire germer. Moi, je suis pas Hmm. née comme ça du jour au lendemain, courageuse et forte et tout. Non, il y a des fois où je suis faible, où voilà, je peux être aussi lâche, je peux être aussi. Voilà, j'ai aussi des défauts comme tout le monde, hein, tu vois. Mais c'est parce qu'à un moment, cette graine, je l'ai fait germer. C'est-à-dire, si on voit des qualités en l'autre, bah, on les porte aussi en soi. Et pour moi, ben, c'est une question de le cultiver, le faire germer, parce qu'on pourrait pas. Je pense qu'on peut pas. J'en suis même convaincue. Les gens ne peuvent pas avoir quelque chose en moi s'ils n'ont pas eux-mêmes la même chose. Mais peut-être qu'elle est à l'état de graine, en fait. Tout Et il simplement, suffit de exactement. faire germer. Hmm. J'ai une question déjà, j'ai quelqu'un qui dit, alors qui est pas forcément en France métropolitaine, qui était sur l'île de la Réunion en l'occurrence, et qui aimerait participer à un groupe de parole. Est-ce que tu pourrais nous partager comment faire pour les gens qui sont pas en région parisienne, Oui. ou même ceux qui sont en région parisienne mais qui trouvent que le confort d'être accompagné par toi dans le Hum. cadre d'un accompagnement plutôt que par l'assaut, comment est-ce qu'ils peuvent avoir accès à ce service-là? Ils peuvent aller visiter mon site, hein, qui est agnatsai.com. C'est en lien dans la barre d'infos quand vous déroulez. Et après, ben, c'est vrai que voilà, je fais des accompagnements en groupe de parole, en visio. Moi, je les appelle cercles de parole. J'aime bien. Voilà, et c'est des cercles qui sont mixtes, hein. Moi, je fais des cercles qui sont ouverts à la fois aux hommes et aux femmes qui ont subi des violences sexuelles. Donc, ça ne s'adresse pas uniquement aux femmes, c'est important. Il y a beaucoup d'hommes qui ont été victimes et on n'en parle pas beaucoup. Après, je fais des accompagnements aussi individuels où j'accompagne les gens dans un chemin de transformation. En fait, c'est vraiment ça. Je Hmm. guide les gens un peu pas à pas, comme dans mon livre, mais on va encore plus en profondeur dans un chemin d'évolution et de transformation personnelle. Et pareil, vous avez les infos sur mon site agnatsai.com où vous pouvez m'écrire un mail. Voilà, je vous enverrai les infos si besoin. Voilà, donc ça sera dans le champ de description en dessous de cette vidéo si vous êtes sur YouTube, ça sera en commentaire de cette vidéo si vous êtes sur Facebook. Anya, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces Merci, questions. merci Merci Cédric. beaucoup de ce partage à cœur ouvert et de de ce message d'espoir que tu offres à tout le monde parce que encore une fois, je crois qu'un traumatisme, c'est quelque chose qu'on a vécu comme traumatisant, peu importe ce Ouais, qu'on peut nous dire autour de nous de non mais toi, regarde, c'était juste un accident de voiture, t'as pas été violé comme la dame. Non, 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 mais si je me sens traumatisé par cet tout à accident de fait. voiture qui m'a complètement Mm. renversé à l'intérieur de moi, même si j'ai pas de symptômes physiques, la santé mentale est un domaine qui est complètement sous-estimé. Mm. Et je crois que euh, l'ensemble des traumatismes sont concernés par ce même parcours de reconstruction que Anya nous propose. En tout cas, je suis vraiment heureux que tu aies accepté mon invitation. Je te Et vois c'est moi qui intervenir suis de partout. honorée. Et Et vraiment merci de t'être rendu disponible aujourd'hui merci. Et si aujourd'hui, pour tu nous vois, je tous. peux semer une graine pour les personnes qui nous écoutent, et ben c'est vrai que voilà, c'est semer cette graine d'espoir en fait, et que c'est possible. Et que moi, si je l'ai fait,
Mais vous pouvez aussi. Sauf que dans mon cas, à un moment, ben voilà, ça devenait trop dur. Moi, la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, ben, c'était après de me faire accompagner. Que c'est pas du tout humiliant, au contraire, c'est un acte d'humilité et que ça demande beaucoup de force et de courage. Et moi, dans mon cas, j'ai gagné beaucoup de temps dans mon parcours en me faisant accompagner par des personnes voilà, compétentes et formées. Hmm. Et c'est voilà, c'est vraiment ça que je veux vous dire, que c'est possible et que vous en êtes capable aussi, que vous avez les ressources nécessaires en vous à votre propre changement, ça j'en suis convaincue. Exactement. Donc, Mm. euh, on vous invite à avancer dans votre chemin. Et si vous sentez que vous souhaitez être accompagné par quelqu'un, faites vos recherches, posez des questions, etc. Pour trouver quelqu'un qui pourra vous accompagner et vous allez sentir que c'est la bonne personne. Et si vous sentez que cette bonne personne, c'est Anya, eh bien, allez vers elle et offrez-vous ce cadeau d'aller mieux. Mais c'est vrai, Tout et c'est un simplement. cadeau qu'on se fait à soi-même, en Ah fait, oui, c'est ça. C'est se faire ce cadeau et en fait, on mérite tous dans notre vie ben, le meilleur. Vous tous et toutes hein, qui nous écoutez, vous méritez le meilleur dans votre vie. Et quoi qu'il vous soit arrivé, en fait, on peut aujourd'hui choisir de se défaire du passé. C'est-à-dire que le passé, il reste là, mais on change sa perception et le regard qu'on a sur lui. Et que quelle que soit l'épreuve que vous avez vécue, ça ne vous définit pas et ça ne conditionne pas du tout le reste de votre vie. Et que le reste de l'histoire, c'est vous qui l'écrivez. C'est nous qui détenons la plume pour écrire la suite de notre histoire. Elle n'est pas prédéterminée par ce qu'on a vécu. Et ça, c'est ça qui tout est possible pour moi en fait. ouais. Mm. Donc, ce livre est un livre qui fait du bien. Donc, si c'est un premier pas et un premier cadeau que vous avez la possibilité de vous faire, eh bien, offrez-vous ce livre si tu veux bien nous remontrer une dernière fois la Oh, couverture avant qu'on se voilà. quitte. Lors de nos cicatrices. Lors de nos cicatrices, se Oh, libérer, se reconstruire après des violences sexuelles par Anya Tsai aux éditions First. Un vrai cadeau, un vrai chemin. Vous allez voir que c'est c'est oui, un chemin de transformation et d'alchimie. Je sais pas si on voit, mais il y a des petites cicatrices en or, tu vois, sur la couverture. Mais voilà, c'est vraiment un chemin de sublimation. Comment faire de ces épreuves une force. Comment appliquer de l'or sur ces blessures en fait. Et comment bah, on peut les transmuter, nos épreuves, nos blessures. Et soi-même, en fait, ce livre, c'est pour accompagner les gens à appliquer un baume de guérison sur leurs blessures du cœur. Et c'est chacun de nous, en fait, on est actif dans le processus. C'est pas moi qui viens vous guérir, c'est vous-même qui le faites. Et c'est vous qui êtes responsable de votre propre guérison, de votre bonheur, en fait, et de votre nouvelle vie, du bien-être. Et on est tous capables, en fait. Et exactement. parfois, il faut juste rencontrer des personnes ou un livre ou des outils, etc. Mais je vous montre que c'est possible et je vous transmets le meilleur de ce que j'ai appris sur mon chemin aussi, que j'utilise aussi Voilà. maintenant en coaching, en Et thérapie. maintenant, ça existe. Maintenant, ça Ça, existe. Merci oui, beaucoup, Anya. merci Cédric. Merci Merci infiniment à pour ton tous. temps. Merci à tous de nous avoir regardés en direct ou en replay. Et excellente vie. On vous souhaite une belle vie. Voilà. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Au revoir.